Camille Lefebvre n'avait jamais dormi avec personne jusqu'à ce que Madame Léonie fasse quelque chose qui choqua tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le portail en fer forgé de la Villa Lefebvre grinça lourdement lorsque Camille descendit du bus interurbain à l'arrêt devant la promenade des Anglais, à Nice. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la poignée de sa valise usée en simili-cuir, celle qui avait accompagné sa mère pendant des années de travail domestique dans des maisons de classe moyenne supérieure à Nice. Le soleil de mars frappait fort sur l'asphalte, créant des vagues de chaleur qui déformaient la vue de la majestueuse propriété devant elle. La villa des Lefebvre se dressait majestueusement derrière des murs recouverts de lierre, avec son architecture coloniale adaptée qui mêlait le charme des anciennes fermes provençales au luxe contemporain. 3 niveaux de pierre apparente et de bois noble se détachaient contre le ciel bleu azur, tandis que des fenêtres avec volets blancs encadraient des balcons fleuris qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de décoration. Le jardin avant exhibait des palmiers parfaitement alignés et une fontaine en marbre qui chantonnait doucement, créant une ambiance de sophistication qui intimidait tout visiteur. Camille prit une profonde inspiration, ajusta le simple haut blanc qu'elle avait porté 3 fois la veille et vérifia une fois de plus les documents dans son sac à main. À 24 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'être la seule source de revenus de la famille depuis que son père était décédé dans un accident de travail dans le bâtiment, 5 ans plus tôt. Sa mère, Madame Léonie, était hospitalisée à l'hôpital régional avec une pneumonie qui s'était compliquée, et les médicaments coûteux consommaient presque toutes les économies qu'ils avaient pu rassembler. « Tu peux le faire, ma fille » murmura-t-elle pour elle-même, répétant les mots d'encouragement que sa mère disait toujours avant ses entretiens d'embauche. « Tu as étudié, tu es diplômée en pédagogie avec mention. Ces enfants ont besoin de toi. » L'interphone doré brillait au soleil lorsqu'elle appuya sur le bouton. Une voix féminine, froide et protocolaire, résonna dans le haut-parleur, « Camille Lefebvre. »« Oui, madame. Je viens pour l'entretien de nourrice. Suivez le chemin de pierre jusqu'à l'entrée principale. Monsieur Édouard vous attend dans la bibliothèque. » Le portail s'ouvrit automatiquement, révélant une allée de pavés qui serpentait entre des jardins soigneusement entretenus. Camille marcha lentement, observant les détails qui révélaient le pouvoir d'achat de la famille, des sculptures en bronze éparpillées sur la pelouse, un gazebo avec des meubles en osier tressés à la main et, au fond, une piscine à débordement qui se confondait avec l'horizon de la mer. La porte principale était une œuvre d'art en bois massif sculpté, avec des détails qui évoquaient les traditions provençales. Avant même qu'elle ne touche la sonnette, la porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge moyen vêtue d'un uniforme impeccable de gouvernante. « Je suis Valdirène, la gouvernante. Monsieur Édouard est dans la bibliothèque, 2e porte à droite dans le couloir principal. » L'intérieur de la villa était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée avait un plafond double hauteur, avec un escalier en marbre qui se courbait élégamment jusqu'au 2e étage. Des lustres en cristal tombaient du plafond, tandis que des tableaux d'artistes français renommés décoraient les murs recouverts de papier peint importé avec des motifs floraux discrets. Camille suivit le couloir, ses pas étouffés par le tapis oriental qui couvrait le sol en bois ciré. Elle arriva à la bibliothèque et frappa délicatement à la porte entrebâillée. « Entrez » dit une voix masculine grave. Monsieur Édouard Lefebvre était debout devant une étagère qui allait du sol au plafond, remplie de livres reliés en cuir. À 42 ans, il avait la posture droite de quelqu'un habitué à commander, des cheveux grisonnants aux tempes qui lui donnaient un air distingué, et des yeux bleus qui contrastaient avec sa peau bronzée par le soleil azuréen. Il portait une chemise bleu marine et un pantalon de costume, même en étant chez lui un samedi matin. Monsieur Lefebvre, salua Camille, tendant la main avec fermeté. « Je suis Camille Lefebvre. Merci beaucoup pour l'opportunité de cet entretien. » Édouard l'observa pendant quelques secondes avant de lui serrer la main. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de fatigue et d'espoir désespéré qu'elle reconnut immédiatement. C'était le même regard que celui des parents épuisés qu'elle avait rencontrés pendant ses stages dans la crèche universitaire. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » indiqua-t-il un fauteuil en cuir près de la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. « Vous êtes la 23e candidate en 6 mois. Je dois être direct avec vous, mes enfants sont spéciaux. Pas dans le sens éducatif, mais émotionnellement. Ils ont 4 ans et depuis qu'ils ont perdu leur mère, il y a 2 ans, ils sont devenus extrêmement réservés. » Camille s'installa dans le fauteuil, gardant une posture droite malgré ses nerfs. « Pouvez-vous m'en dire plus sur eux? Quelle est la principale difficulté que les autres nourrices ont rencontrée? » Lucas et Hugo sont jumeaux, soupira Édouard, marchant jusqu'à la fenêtre. « Ils ne laissent pas les étrangers s'approcher, crient quand quelqu'un essaie de les toucher,
et passent la plupart de leur temps cachés dans leur chambre, enlacés l'un à l'autre. Les 3 dernières nourrices n'ont pas duré une semaine. L'une a même dit qu'ils étaient impossibles à gérer. Point. Les enfants traumatisés réagissent souvent ainsi comme une forme de protection, répondit doucement Camille. Pendant ma formation, j'ai effectué un stage dans une association qui s'occupait d'enfants en situation de vulnérabilité. J'ai appris que la patience et la constance sont fondamentales. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont en sécurité avant de pouvoir faire confiance. Édouard se tourna vers elle, et pour la première fois depuis le début de la conversation, ses yeux montrèrent une lueur d'intérêt sincère. Avez-vous de l'expérience avec des familles, comme la nôtre? Camille hésita un moment, choisissant ses mots avec soin. Monsieur Édouard, je vais être honnête. Ce serait ma première expérience en tant que nourrice dans une famille aisée. Mais j'ai quelque chose que je considère plus précieux que l'expérience, j'ai un besoin réel de cet emploi et la détermination de réussir. Ma mère est hospitalisée, et je dois travailler pour couvrir les frais. Traitement d'elle. Cela signifie que je ne vais pas abandonner à la première difficulté. L'homme d'affaires étudia son visage pendant de longues secondes. Il y avait une brutalité sincère dans ces mots qui le toucha de manière inattendue. Les garçons sont dans leur chambre maintenant. Que dirais-tu de les rencontrer? Monsieur Édouard conduisit Camille dans le couloir du 2e étage, où les murs étaient décorés de photographies anciennes de la famille Lefebvre. Elle observa discrètement les portraits, des hommes moustachus en costumes impeccables aux côtés de femmes élégantes en robe d'époque, tous affichant la même expression sérieuse et hautaine qui semblait être la marque de fabrique de la lignée. Cependant, son attention fut capturée par une photographie plus récente, une femme blonde aux yeux verts tenant 2 bébés, avec un sourire radieux qui contrastait avec la froideur des autres portraits. C'était Christine, mon ex-femme, dit monsieur Édouard, remarquant son regard. Mère des garçons. Elle est partie quand ils ont eu 2 ans. Camille remarqua l'hésitation dans sa voix, comme s'il y avait beaucoup plus d'histoire derrière ces mots simples. Ils s'arrêtèrent devant une porte en bois peinte en bleu clair, décorée d'autocollants de voitures et d'avions qui semblaient avoir été appliqués à la hâte, sans beaucoup de soins esthétiques. Lucas, Hugo, monsieur Édouard frappa doucement à la porte. Nous avons une visite. Voici Camille. Silence absolu. Camille tendit l'oreille et réussit à détecter un murmure étouffé de l'autre côté de la porte, suivi du son de petits pieds courants. Ils se sont cachés, murmura monsieur Édouard, passant sa main dans ses cheveux dans une démonstration claire de frustration. C'est toujours comme ça. Je vais ouvrir la porte, mais ne force pas l'approche. La dernière nourrice a essayé de prendre l'un d'eux dans ses bras le premier jour et il a crié comme s'il était attaqué, compléta Camille. C'est une réaction courante chez les enfants ayant subi un traumatisme d'abandon ou de perte. Monsieur Édouard la fixa, surpris. Comment sais-tu? J'ai étudié le développement de l'enfant en me concentrant sur les traumatismes émotionnels. J'ai choisi cette spécialisation parce que mon petit frère a vécu quelque chose de similaire quand notre père est mort. La porte s'ouvrit avec un grincement doux. La chambre était spacieuse et bien éclairée, avec 2 lits simples séparés par une table de nuit, mais il était évident qu'un seul était utilisé, l'autre restait parfaitement rangé. Des jouets coûteux étaient éparpillés sur le sol, des camions télécommandés, des blocs de construction importés, une maison de poupées qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Camille. Cependant, ce qui attirait le plus l'attention était la forteresse improvisée dans un coin de la chambre, faite de chaises et de couvertures, d'où provenaient des sons étouffés de respiration effrayée. Lucas, Hugo, venez saluer Camille, dit monsieur Édouard d'une voix ferme mais patiente. Camille s'agenouilla au sol, se mettant à la hauteur des enfants cachés. Son expérience dans l'association lui avait appris que le langage corporel était essentiel pour transmettre la sécurité. « Salut, les garçons, dit-elle d'une voix douce, sans s'approcher de la forteresse. Vous avez construit un très joli fort. Quand j'étais petite, j'aimais aussi faire des maisons avec des couvertures et des coussins. C'était mon endroit secret où je gardais mes trésors. » Une paire d'yeux curieux apparut par une fente entre les couvertures. Lucas, ou peut-être Hugo, elle n'arrivait pas encore à les différencier, observait attentivement, mais sans sortir de sa cachette. Quel genre de trésor? Vint une petite voix chuchotée. Monsieur Édouard haussait les sourcils, surpris. C'était la première fois en mois qu'un des garçons s'adressait spontanément à un étranger. Des petits cailloux colorés que je trouvais à la plage, des coquillages, des dessins que je faisais, continua Camille, maintenant sa voix basse et calme. Et vous? Vous gardez des trésors dans votre fort? Une autre paire d'yeux apparut. Les jumeaux étaient identiques, cheveux châtain clair,
yeux bleus comme ceux de leur père, mais avec une expression de prudence qui ne devrait pas exister sur des visages si jeunes. Il ressemblait étonnamment à la femme de la photographie dans le couloir. « Nous avons un camion, dit le premier garçon, encore caché. Et une photo de maman. » « Le camion est rouge, ajouta le second, d'un chuchotement encore plus bas que celui de son frère. Camille sentit son cœur se serrer. Des enfants de 4 ans cachant des photographies de leur mère comme des trésors dans des forteresses improvisées étaient un signe clair de deuil non traité. « Les camions rouges sont les meilleurs, acquiesça-t-elle. Mon petit frère en avait un identique. Il disait que c'était un camion de pompiers qui sauvait tout le monde. Le nôtre sauve aussi, dit Lucas ou Hugo, avec un peu plus de confiance. Lucas, tu peux sortir de là, mon fils, intervint monsieur Édouard, mais Camille fit un geste discret pour qu'il attende. Tu n'as pas besoin de sortir si tu ne veux pas, dit-elle au garçon. Parfois, c'est bien de rester dans notre petit coin spécial. Mais si vous voulez me montrer le camion, j'adorerais le voir. Je promets que je ne toucherai à rien sans demander la permission. Les deux garçons chuchotèrent entre eux pendant quelques secondes. Finalement, Lucas émergea lentement de la forteresse, tenant un camion de pompiers en métal rouge avec des détails dorés. Il avait les cheveux légèrement plus courts que son frère et une petite cicatrice au menton. « Voici Lucas, précisa monsieur Édouard. Et celui qui est encore caché est Hugo. » Lucas s'approcha de quelques pas, mais garda une distance sûre de Camille. Ses yeux étaient extraordinairement expressifs, un mélange de curiosité et de peur qui lui fit penser à des chiots abandonnés. « Il est très beau, complimenta Camille sincèrement. Il a une échelle qui monte et descend ?» Lucas hocha la tête et démontra le mécanisme, mais sans quitter sa place. Hugo continuait à observer depuis la forteresse, seulement la moitié de son visage visible. « Vous jouez aux pompiers ensemble ?» demanda-t-elle. « On sauve les peluches, expliqua Lucas, sa voix prenant un ton plus animé. « Quand il y a du feu dans la chambre des poupées. »« Quel travail important, dit Camille sérieusement. Les pompiers sont de vrais héros. » C'est alors qu'Hugo sortit enfin de la forteresse, portant une poupée en tissu avec une petite robe bleue. Il était légèrement plus petit que Lucas et avait une manière plus introspective, observant chaque mouvement de Camille avec une attention scientifique. « Voici Anna, dit Hugo, serrant la poupée contre sa poitrine. Elle n'a pas ? Elle aime aussi les gens étranges. Puis-je dire bonjour à Anna ? Demanda Camille respectueusement. Hugo hésita, puis tendit la poupée juste assez pour que Camille puisse mieux la voir. Salut, Anna. Tu es très jolie. Hugo prend bien soin de toi, n'est-ce pas? Le garçon hocha vigoureusement la tête, et pour la première fois depuis que Camille était entrée dans la chambre, elle vit un esquisse de sourire sur son visage. Monsieur Édouard observait la scène avec une expression mêlant soulagement et appréhension. En 15 minutes, Camille avait réussi à établir plus d'interactions avec les enfants que toutes les autres candidates en plusieurs semaines d'essai. Camille, dit-il doucement, puis-je te parler dehors un moment? Dans le couloir, avec la porte entrebâillée pour ne pas perdre les garçons de vue, Édouard s'appuya contre le mur, visiblement ému. Ils t'ont parlé. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu les deux interagir ainsi avec quelqu'un de nouveau. Ils ont juste besoin de sentir qu'ils ont le contrôle de la situation, expliqua Camille. Les enfants qui ont subi des pertes traumatiques développent des mécanismes de protection. Forcer la proximité ne fait qu'augmenter leur anxiété. Édouard hocha lentement la tête. Quand peux-tu commencer? Camille sentit son cœur s'accélérer. Vous m'offrez le poste? Veux-tu travailler ici? Plus que tout au monde, répondit-elle avec une sincérité totale. Mais il faut que vous sachiez que je donnerai tout pour ces enfants. Ils méritent de se sentir en sécurité et aimés. Alors bienvenue dans la famille Lefebvre, Camille Lefebvre. Madame Hélène Lefebvre observait la scène du haut de l'escalier principal, cachée derrière la colonne de marbre qui soutenait les lustres en cristal. À 72 ans, la matriarche de la famille conservait la posture altérée de celle qui avait dirigé un empire pendant des décennies, mais ses yeux marrons brillaient d'une froideur calculatrice qui mettait quiconque mal à l'aise. Elle portait un ensemble de lin beige impeccablement taillé et des bijoux discrets mais coûteux, un collier de perles qui avait appartenu à sa propre belle-mère et des boucles d'oreilles en diamant que monsieur Édouard lui avait offertes pour la dernière fête des mères. Geneviève, appela-t-elle la gouvernante d'une voix basse mais autoritaire, viens ici immédiatement. La femme apparut silencieusement, comme elle le faisait toujours. Geneviève travaillait pour la famille depuis 15 ans et connaissait chaque humeur et chaque secret de la maison. Elle savait exactement quand parler et quand simplement écouter. Avez-vous vu la nouvelle nourrice?
demanda Madame Hélène, sans quitter des yeux la porte de la chambre des enfants. Oui, Madame Hélène. Elle semble être une jeune femme éduquée. Éduquée, répéta la matriarche avec mépris. Geneviève, tu travailles dans cette maison depuis assez longtemps pour savoir que « éduquée » ne signifie pas fiable. Je veux que tu gardes les yeux bien ouverts. Observe tout ce qu'elle fait, avec qui elle parle, quelles questions elle pose. Avez-vous des soupçons spécifiques? Madame Hélène descendit quelques marches, s'approchant de la gouvernante. Je me méfie de tout le monde qui s'approche de mes petits-enfants, surtout quand mon fils est vulnérable comme il l'est maintenant. Cette fille a l'air de quelqu'un qui a désespérément besoin d'argent. Et les gens désespérés sont capables de n'importe quoi. En réalité, il y avait quelque chose de plus qui dérangeait la matriarche, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Lorsqu'elle avait observé Camille pour la première fois, une étrange sensation l'avait envahie, comme si elle connaissait déjà ce visage, ces gestes, cette façon de parler. C'était un souvenir vague, mais persistant, qui la rendait inquiète. « Je veux que tu installes une caméra dans la chambre des enfants, ordonna-t-elle froidement. Discrète, mais efficace. Et je veux aussi le numéro du détective privé que nous utilisons pour enquêter sur les concurrents de l'entreprise. Je vais commander une enquête complète sur le passé de cette jeune femme. » Geneviève hésita un moment. Madame Hélène, avec tout le respect que je vous dois, n'est-ce pas un peu exagéré? Monsieur Édouard semblait assez confiant dans sa décision. Geneviève, dit la matriarche d'une voix tranchante, mon fils est émotionnellement bouleversé depuis le départ de Christine. Il n'est pas en mesure de prendre des décisions judicieuses sur qui laisser près des garçons. Nous avons déjà eu suffisamment de problèmes avec des nourrices dans le passé. La gouvernante savait exactement à quoi Madame Hélène faisait référence. Il y a 6 mois, ils avaient engagé une femme d'apparence fiable qui s'était révélée n'être intéressée que par le vol d'objets de valeur dans la maison. Avant elle, il y avait eu une autre qui avait tenté de vendre des informations sur la famille à des tabloïds locaux. Et avant celle-ci, une qui avait simplement disparu au milieu de la nuit, emportant de l'argent qui était gardé dans le tiroir de la cuisine. Je vais m'en occuper, Madame Hélène. Et une chose de plus, ajouta la matriarche en ajustant son collier de perles. Je veux que tu découvres tout sur la famille de Camille Lefebvre. D'où elle vient, où elle a étudié, pourquoi elle a besoin d'un travail si désespérément. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire qu'elle ne le raconte. Pendant ce temps, dans la chambre des enfants, Camille était assise par terre, observant Hugo et Lucas organiser leurs jouets dans une routine qu'ils suivaient clairement tous les jours. Hugo alignait les voitures par taille et couleur, tandis que Lucas rangeait les livres d'histoire dans une pile parfaite. C'était un comportement obsessionnel qui indiquait un besoin de contrôle au milieu du chaos émotionnel. « Vous organisez toujours comme ça ?» demanda-t-elle de manière décontractée. « Tous les jours » répondit Hugo sans lever les yeux des voitures. « Sinon, la nourrice de l'hôpital se fâche. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Quelle nourrice de l'hôpital, Hugo ?» Lucas cessa d'organiser les livres et regarda son frère avec une expression d'avertissement. Il était évident qu'ils avaient été instruits de ne pas parler de ce sujet. « Nous ne pouvons pas en parler, » murmura Lucas. « C'est un secret. » Édouard apparut à la porte à ce moment-là, portant un contrat de travail imprimé. « Camille, si tu peux signer ces documents. Geneviève va te montrer ta chambre et expliquer la routine de la maison. »« Papa » appela Hugo, Camille a demandé à propos de la nourrice de l'hôpital. Le visage d'Édouard se contracta dans une expression de tension qui ne passa pas inaperçue pour Camille. Il s'agenouilla à côté de ses enfants et dit d'une voix ferme mais douce, « Les garçons, vous n'avez pas besoin de parler de ça maintenant, d'accord? Camille est ici pour s'occuper d'eux. Vous, pour jouer et vous amuser. » « Mais si elle s'en va comme les autres ?» demanda Hugo avec l'honnêteté brutale des enfants. Monsieur Édouard regarda Camille par-dessus les têtes des garçons. « Camille ne s'en ira pas. Elle a promis de s'occuper de vous. »« Je promets vraiment, » confirma Camille, tendant son petit doigt vers chacun des jumeaux. La promesse du petit doigt est sacrée. Lucas et Hugo entrelacèrent leurs petits doigts avec le sien, mais Camille remarqua que leurs petites mains tremblaient légèrement. 1 heure plus tard, Geneviève conduisit Camille jusqu'à une chambre au 3e étage, un espace simple mais confortable, avec un lit d'une personne, une armoire en bois clair et un bureau près de la fenêtre donnant sur le jardin arrière. C'était un contraste frappant avec le luxe du reste de la villa, clairement destiné aux employés. Les repas sont servis dans la cuisine à 7 heures, midi et 7 heures du soir, expliqua Geneviève mécaniquement. Les garçons prennent leur petit déjeuner à 8 heures,
déjeunent à midi et dînent à 6 heures. Le bain est à 5 heures de l'après-midi, et ils dorment à 8 heures précises. Ont-ils une activité spécifique durant la journée? École, psychologue, un traitement? Geneviève hésita avant de répondre. Ils ont déjà vu plusieurs médecins. Madame Hélène n'aime pas beaucoup les professionnels extérieurs qui touchent à la tête des enfants. Camille fronça les sourcils. Mais ils ont subi un traumatisme significatif. Il serait naturel qu'ils aient un suivi psychologique. Cela, vous devriez en discuter avec Monsieur Édouard, répondit Geneviève de manière évasive. Maintenant, si vous me permettez, je dois préparer le dîner. Seule dans la chambre, Camille déballa ses quelques vêtements et organisa les livres de pédagogie sur le bureau. En rangeant le dernier haut dans le tiroir, elle trouva un petit carnet oublié par l'employé précédent, quelques pages avec des notes hâtives dans une écriture nerveuse. Lucas ne dort pas sans Hugo dans le même lit. Hugo fait des cauchemars avec des sirènes d'ambulance. Les deux crient en voyant des femmes en blouse blanche. Madame Hélène ne permet pas qu'il parle de avant. Édouard boit seul dans la bibliothèque après 10 heures du soir. Camille ferma rapidement le carnet et le rangea dans le tiroir inférieur du bureau. C'étaient des informations précieuses, mais aussi préoccupantes. Il était clair qu'il y avait des couches de traumatisme et des secrets dans cette famille qui allaient bien au-delà d'une séparation conjugale ordinaire. Cette nuit-là, pendant le dîner dans la cuisine des employés, elle tenta d'extraire plus d'informations de Geneviève, mais la femme resta évasive. Ce n'est que lorsqu'elle montait vers sa chambre qu'elle entendit des voix élevées venant de la bibliothèque, Édouard et Madame Hélène discutant à voix basse mais tendue. Tu ne peux pas simplement engager n'importe qui dans la rue pour s'occuper des garçons. Elle a réussi à faire en une après-midi ce que les autres n'ont pas réussi en semaine. Tu es naïf, Édouard. Après tout ce qui s'est passé? Camille monta rapidement, mais les mots résonnaient dans son esprit. Il se passait définitivement plus de choses dans cette maison qu'elle ne l'avait imaginé, et les jumeaux étaient au centre de quelque chose de bien plus complexe qu'un simple deuil familial. Le premier mois de Camille chez les Lefebvre passa comme une danse délicate d'approche et de découverte. Chaque matin, elle se réveillait à 6 heures pour observer le jardin par la fenêtre de sa chambre, planifiant mentalement les activités de la journée tout en écoutant les sons de la villa s'éveiller, le ronronnement lointain du moteur de la piscine, les pas pressés de Geneviève préparant le café, et occasionnellement, le son étouffé de cauchemars venant de la chambre des jumeaux. Lucas et Hugo avaient établi une routine propre qui incluait Camille, mais gardant toujours une distance sécuritaire. Il lui permettait de s'asseoir par terre dans la chambre pendant les jeux, accepter qu'elle lise des histoires assise sur la chaise à côté du lit, mais se recroquevillait encore si elle faisait des mouvements trop brusques ou tentait tout contact physique. C'était une matinée pluvieuse d'avril lorsque la première découverte vraiment troublante se produisit. Camille avait proposé une activité avec de la pâte à modeler colorée sur la table de la véranda couverte, espérant que le travail manuel aiderait les garçons à s'exprimer. Lucas était concentré sur la fabrication d'un camion de pompiers miniature, tandis qu'Hugo modelait de petites figures qu'il appelait « famille ». « Regarde, Camille, dit Hugo, levant une petite figure irrégulière. C'est la maman. Elle est très jolie, complimenta Camille sincèrement. Et cette autre? C'est la dame de l'hôpital, répondit Hugo, créant une figure avec une blouse blanche. Sa voix changea de ton, devenant plus basse et tendue. Elle faisait du mal à maman. Lucas s'arrêta immédiatement de modeler et regarda son frère avec des yeux écarquillés. Hugo, tu ne peux pas dire ça. Grand-mère Hélène a dit que c'était un secret. Camille sentit son cœur s'accélérer, mais garda une voix calme et intéressée. Hugo, peux-tu me dire comment la dame de l'hôpital faisait du mal à maman? Le garçon hésita, regardant nerveusement vers la maison. Elle mettait des médicaments à maman. Des médicaments qui faisaient que maman dormait beaucoup. Et quand maman se réveillait, elle pleurait beaucoup. Maman pleurait et disait qu'elle ne voulait plus de médicaments, ajouta Lucas à voix basse, comme s'il révélait le plus grand secret du monde. Mais la dame disait qu'elle devait en prendre sinon elle allait être plus malade. Camille sentit un froid dans son estomac. Vous avez vu ça? On s'est caché à l'hôpital quelquefois, expliqua Hugo, créant plus de figures dans la pâte. Papa a dit que maman était malade, mais elle ne semblait pas malade. Elle pleurait juste. Et puis maman est partie, conclut Lucas tristement. Grand-mère Hélène a dit qu'elle ne voulait plus être notre maman. À ce moment-là, une ombre passa par la porte de la véranda. Madame Hélène était debout sur le seuil, observant la scène avec une expression mêlant colère contenue et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Les garçons, dit-elle d'une voix douce mais ferme,
que diriez-vous d'aller jouer dans la chambre? Je dois parler à Camille de certaines choses. Lucas et Hugo rangèrent rapidement leurs pâtes à modeler, évitant de croiser le regard de leur grand-mère. Il était évident qu'ils savaient qu'ils avaient enfreint une règle non dite de la maison. Alors que les enfants sortaient, Madame Hélène s'approcha de la table où Camille était encore assise. À 72 ans, la matriarche avait une présence intimidante, des cheveux gris parfaitement coiffés, des vêtements impeccables et une posture qui trahissait des décennies de commandement. Camille, commença-t-elle, tirant une chaise et s'asseyant en face de la jeune femme, je dois clarifier certaines choses sur le fonctionnement de cette maison. Bien sûr, Madame Hélène. Je suis ici pour apprendre. Première règle, mes petits-enfants ont traversé des traumatismes très spécifiques liés au départ de leur mère. Ils ont tendance à fantasmer sur ce qui s'est passé. À mélanger la réalité avec l'imagination enfantine. Camille choisit ses mots avec soin. Je comprends qu'ils ont subi une perte difficile. Mais les enfants sont généralement très précis lorsqu'ils décrivent des expériences qui les ont marqués émotionnellement. Les yeux de Madame Hélène se plissèrent. Deuxième règle, je ne veux pas que vous encouragiez les conversations sur le passé. Les garçons doivent se concentrer sur le présent, sur aller de l'avant. Ressasser ce qui s'est passé ne fera que les nuire davantage. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Hélène, traiter un traumatisme est fondamental pour un développement émotionnel sain. Ignorer ce qui s'est passé peut engendrer de plus grands problèmes à l'avenir. La matriarche se pencha en avant, sa voix prenant un ton presque menaçant. Camille, vous êtes trop jeune et inexpérimentée pour comprendre les complexités de cette famille. Christine, la mère des garçons, avait des problèmes. Des problèmes graves qui nécessitaient une hospitalisation et un traitement médical. Elle a choisi d'abandonner ses enfants plutôt que de se battre pour sa réhabilitation. Quel genre de problème? Cela ne vous regarde pas, coupa sèchement Madame Hélène. Votre rôle ici est de veiller au bien-être présent des garçons, pas d'enquêter sur le passé de la famille. Camille sentit une révolte grandir dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle devait garder son calme si elle voulait continuer à aider Lucas et Hugo. Je comprends, Madame Hélène. Mais s'ils évoquent le sujet spontanément, vous changez immédiatement de sujet. Offrez une distraction, un nouveau jeu, n'importe quoi. Et tenez-moi informé chaque fois que cela se produit. Ce soir-là, après que les garçons se soient endormis, Camille descendit à la cuisine à la recherche de Geneviève. La gouvernante préparait un gâteau aux carottes, apparemment, le seul dessert que Lucas et Hugo acceptaient de manger. Geneviève, puis-je poser une question personnelle? La femme cessa de battre la pâte et regarda autour d'elle nerveusement. Cela dépend de la question. Avez-vous connu Christine? La mère des garçons? Geneviève soupira profondément et baissa la voix. Oui, je l'ai connue. C'était une jeune femme douce, très affectueuse avec les enfants. Mais quoi? Elle a commencé à devenir étrange après que les jumeaux aient eu 2 ans. Elle était très nerveuse, pleurait pour n'importe quoi, et parfois passait des jours sans sortir de sa chambre. Dépression postpartum tardive. Peut-être. Madame Hélène a insisté pour qu'elle ait besoin d'aide médicale. Ils l'ont emmenée dans un hôpital privé ici à Nice. Elle y est restée 3 mois. Camille sentit les pièces du puzzle commencer à s'assembler. Et après l'hospitalisation? Elle est revenue différente. Plus silencieuse, comme si elle avait toujours peur de quelque chose. Les garçons ont beaucoup remarqué, qu'il était très proche de leur mère avant, mais après, elle avait du mal à les regarder sans commencer à pleurer. Et puis elle est partie? Geneviève hésita avant de répondre. Un matin, elle n'était tout simplement plus là. Madame Hélène a dit qu'elle avait décidé qu'elle ne pouvait pas être mère. Elle a laissé une lettre pour Monsieur Édouard et est partie. Avez-vous vu cette lettre? Non, mais Monsieur Édouard était dévasté. Il aimait vraiment Christine. Ce soir-là, Camille se coucha avec l'esprit en ébullition de doute. Les mots des enfants résonnaient dans ses oreilles, la jeune femme de l'hôpital qui blessait maman, les médicaments qui faisaient dormir Christine trop longtemps, les pleurs incessants. Il y avait quelque chose de profondément erroné dans cette histoire, et elle commençait à soupçonner que Lucas et Hugo savaient beaucoup plus que les adultes ne l'imaginaient. Vers 2 heures du matin, elle fut réveillée par un son qui devenait familier, des pleurs étouffés venant de la chambre des jumeaux. Sans hésiter, elle descendit silencieusement au 2e étage et trouva la porte entrebâillée. Lucas faisait un cauchemar, se débattant dans son lit tandis qu'Hugo essayait de le réveiller. « Lucas, réveille-toi.
Tu rêves encore de la méchante femme. Camille entra doucement dans la chambre. Hugo, puis-je aider? Le garçon la regarda avec des yeux pleins de larmes. Il rêve toujours que la femme de l'hôpital essaie d'emmener maman avec elle. Et cette fois, elle nous emmène aussi, dit Lucas, se réveillant enfin, encore tremblant de peur. Camille s'agenouilla à côté du lit, gardant ses distances mais offrant sa présence. Voulez-vous me parler de ce rêve? Les deux se regardèrent, et Hugo hocha lentement la tête. Dans le rêve, la femme porte cette blouse blanche et a une grande seringue. Elle dit qu'elle va nous donner des médicaments pour qu'on reste tranquille, comme elle l'a fait avec maman. Mais nous avons couru, ajouta Lucas. Sauf que parfois dans le rêve, nos jambes ne fonctionnent pas bien. Camille sentit son cœur se briser. Ses enfants portaient des traumatismes bien plus profonds qu'une simple séparation des parents. Il y avait quelque chose de sinistre derrière l'hospitalisation de Christine, et les jumeaux avaient été témoins de quelque chose qui les avait profondément marqués. « Vous êtes en sécurité ici, murmura-t-elle. Je vais veiller à ce que personne ne vous fasse de mal. » Pour la première fois depuis son arrivée à la villa, Lucas tendit sa petite main et toucha doucement le bras de Camille. « Tu promets de ne pas laisser la méchante femme revenir? » « Je promets, répondit-elle, sachant qu'elle s'engageait à quelque chose de bien plus grand que simplement s'occuper de deux enfants. Elle promettait de déterrer des secrets que quelqu'un avait très bien enterrés, et de protéger Lucas et Hugo de tout ce qui tenterait de leur faire du mal à nouveau. La fête de l'école que Lucas et Hugo fréquentaient avait lieu le dernier samedi de juin, et Camille s'était proposée pour préparer des mets typiques pour l'occasion. Monsieur Édouard avait d'abord hésité, il n'était pas courant que la nourrice participe aux événements sociaux de la famille, mais l'insistance douce de Camille et l'enthousiasme inédit. Camille convainquit les jumeaux. Vendredi soir, Camille descendit à la cuisine de la villa, portant un sac avec des ingrédients qu'elle avait achetés avec son propre argent au marché central de Nice. Geneviève observait avec curiosité pendant qu'elle étalait sur le plan de travail en marbre, de la semoule de maïs jaune, de la noix de coco râpée fraîche, de la mélasse de l'intérieur de l'aude, du lait concentré artisanal et des œufs de plein air qui avaient encore des plumes collées à la coquille. « Quel genre de douceur vas-tu préparer » demanda Geneviève, sincèrement intéressée. « Des recettes que ma grand-mère maternelle m'a enseignées quand j'étais petite, » expliqua Camille, nouant le tablier qu'elle avait apporté de chez elle, un tissu fleuri décoloré qui contrastait avec la sophistication de la cuisine équipée d'appareils électroménagers importés. Elle vivait dans une petite ville de la région de l'Aude, et pour chaque fête de l'école de la communauté, elle préparait des douceurs. Camille commença à préparer la pâte du gâteau de semoule de maïs, mélangeant les ingrédients secs tout en racontant des histoires de son enfance à Geneviève. Ma grand-mère disait que le secret du gâteau de semoule de maïs était dans l'affection avec laquelle tu mélangeais la pâte. Il fallait faire des mouvements circulaires, toujours dans le même sens, en pensant à des choses bonnes. Et ça fonctionnait, demanda Geneviève, souriant pour la première fois depuis l'arrivée de Camille. Toujours. Les gâteaux de grand-mère Alzira étaient les premiers à disparaître à chaque fête. Pendant que le gâteau cuisinait, Camille commença à préparer le riz au lait, faisant revenir le riz dans le lait avec un bâton de cannelle et des clous de girofle. L'arôme doux et réconfortant envahit la cuisine, montant par les escaliers et se répandant dans les couloirs de la villa comme une étreinte invisible. Lucas et Hugo, qui auraient dû dormir depuis 1 heure, apparurent pieds nus à la porte de la cuisine, portant des pyjamas en coton avec des motifs de dinosaures. Leurs cheveux étaient en désordre à cause du sommeil, mais leurs yeux brillaient de curiosité. « Quelle bonne odeur » dit Lucas, s'approchant timidement du plan de travail. « C'est du riz au lait » expliqua Camille, remuant la casserole avec une cuillère en bois. « Voulez-vous aider à faire la mélasse fondue » Les garçons se regardèrent, jusqu'à présent, ils n'avaient jamais été invités à participer à une activité en cuisine. Madame Hélène avait toujours considéré la cuisine comme un territoire exclusif des employés, et Monsieur Édouard, bien qu'affectueux, n'avait jamais pensé à impliquer ses enfants dans des activités domestiques. « On peut vraiment » demanda Hugo, encore méfiant. « Bien sûr. Mais d'abord, allons nous laver les petites mains. » Camille aida les jumeaux à monter sur les petits tabourets pour atteindre l'évier. Pendant qu'ils savonnaient leurs petites mains, elle remarqua comment ils se déplaçaient toujours en synchronisation. Quand Lucas tendait la main droite sous le robinet, Hugo faisait le même mouvement, comme s'ils étaient des reflets l'un de l'autre. « Maintenant, vous allez m'aider à casser la mélasse en petits morceaux, leur ordonna-t-elle, plaçant la barre sombre sur une planche en bois. Nous utilisons ce petit marteau, mais attention à ne pas vous blesser les doigts. Lucas tenait le marteau avec le sérieux d'un chirurgien, frappant doucement la mélasse avec précision. Hugo tenait les morceaux plus gros pour que son frère puisse mieux les casser.
C'était la première fois que Camille les voyait travailler ensemble sur quelque chose de productif, au lieu de simplement se consoler mutuellement. Ma grand-mère disait que la mélasse est le bonbon du pauvre qui est devenu riche, raconta Camille, tout en faisant fondre les morceaux dans une petite casserole. Autrefois, seuls ceux qui travaillaient dans les champs de canne à sucre connaissaient ce goût. De nos jours, c'est considéré comme gourmet. Qu'est-ce que gourmet ? Demanda Hugo, léchant un petit doigt qu'il avait discrètement plongé dans la mélasse fondue. C'est quand une nourriture simple devient si bonne qu'elle devient spéciale, expliqua Camille, souriant en voyant que Lucas avait aussi goûté la mélasse en cachette. Monsieur Édouard apparut à la porte de la cuisine à ce moment-là, attiré par les rires qui résonnaient au rez-de-chaussée. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas entendu ses enfants rire avec autant de spontanéité. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène, Camille avec son tablier fleuri, les garçons avec les bouches collantes de mélasse, Geneviève souriant en lavant les ustensiles utilisés. « Papa » appela Lucas avec enthousiasme. « Nous faisons des douceurs pour la fête de l'école. »« Je le vois » dit Édouard, s'approchant du plan de travail. « Et à l'odeur, vous faites un très bon travail. »« Veux-tu goûter » proposa Hugo, tendant une petite cuillère avec du riz au lait. Édouard hésita un instant. Depuis que Christine était partie, il s'était tenu à l'écart des activités quotidiennes de ses enfants, comme s'il craignait de s'impliquer trop dans une routine qui pourrait être brisée à nouveau. Mais le regard plein d'attente des jumeaux le toucha. « Bien sûr » dit-il, goûtant la douceur. Le goût le transporta immédiatement dans son enfance, des week-ends à la ferme de son grand-père paternel, des fêtes de famille où les femmes se réunissaient dans la cuisine pour préparer des mets pendant que les enfants jouaient dans les jardins. « C'est délicieux » dit-il sincèrement. « Ça faisait des années que je n'avais pas mangé de riz au lait fait maison. » Camille a dit que le secret est dans l'affection, expliqua Lucas sérieusement. Il faut remuer en pensant à des choses bonnes. Édouard regarda Camille, qui rougit légèrement sous son regard. Il y avait quelque chose dans sa présence qui apportait une normalité familiale qui avait été perdue depuis longtemps dans cette maison. « À quelle bonne chose avez-vous pensé » demanda-t-il à ses enfants. « J'ai pensé à nous jouant dans le jardin » répondit Hugo. « Et j'ai pensé à quand Camille nous lit des histoires » ajouta Lucas. C'est alors que Madame Hélène apparut à la porte de la cuisine, encore vêtue de son peignoir en soie qu'elle portait pour dormir. Son expression était de désapprobation mal dissimulée. « Édouard, que se passe-t-il ici ? Les enfants auraient dû dormir depuis longtemps. Nous faisons des douceurs pour la fête de l'école, grand-mère, expliqua Hugo avec enthousiasme, avant que son père puisse répondre. Dans ma cuisine, demanda Madame Hélène, comme si l'idée était absurde. Geneviève, pourquoi as-tu permis cela ? La gouvernante se recroquevilla. Madame Hélène, il s'amusait, et Camille. Camille est ici pour s'occuper des enfants, pas pour donner des cours de cuisine au milieu de la nuit, coupa sèchement la matriarche. Et vous deux, s'adressa-t-elle aux jumeaux, montez immédiatement dans votre chambre. L'atmosphère chaleureuse se désintégra instantanément. Lucas et Hugo baissèrent la tête, toute la joie s'évanouissant de leurs petits visages. Maman, dit Édouard. Il s'amuse juste. Il n'y a rien de mal là. Monsieur Édouard, nous devons parler. Maintenant. Madame Hélène sortit de la cuisine, s'attendant clairement à ce que son fils la suive. Édouard regarda les jumeaux, puis Camille. Camille, peux-tu emmener les garçons dans la chambre ? Je dois régler ça. Une fois que tout le monde fut parti, Geneviève et Camille se retrouvèrent seuls dans la cuisine, finissant de nettoyer les plats en silence. L'arôme sucré des mets flottait encore dans l'air, mais la magie du moment s'était brisée. Madame Hélène n'aime pas quand les choses sortent de la routine, expliqua Geneviève à voix basse. Elle a peur que les garçons s'attachent trop et souffrent si tu pars. Mais établir des liens affectifs sains est fondamental pour leur développement, protesta Camille. Ils doivent apprendre à faire confiance aux gens à nouveau. Je le sais, et tu le sais. Mais Madame Hélène, elle a ses propres façons de protéger la famille. Cette nuit-là, Camille eut du mal à dormir. Par la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir les lumières allumées dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, où Édouard était probablement en train de se faire réprimander par sa mère. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne invisible en impliquant les enfants dans une activité si domestique et intime, mais voir Lucas et Hugo sourire et rire en faisant quelque chose de productif ensemble avait valu chaque seconde. Le lendemain, lors de la fête de l'école, les friandises de Camille furent un succès absolu. Lucas et Hugo racontèrent fièrement à tout le monde qu'ils avaient aidé à les préparer, et pour la première fois depuis qu'ils étudiaient ici,
les enfants semblaient véritablement intégrés à l'environnement social. Mais Camille remarqua que Madame Hélène la regardait avec des yeux de plus en plus méfiants, comme si chaque sourire arraché aux jumeaux était une menace à l'ordre établi de la maison. La guerre silencieuse pour le cœur des enfants avait commencé, et Camille savait qu'elle devrait être très prudente pour ne pas perdre la bataille avant même de comprendre complètement quelles étaient les règles du jeu. Christine Moreau observait les photos sur Instagram de l'école de ses enfants pour la 10e fois ce matin-là, agrandissant chaque image dans l'espoir de voir Lucas et Hugo parmi les autres enfants de la fête de l'école. Assise dans son petit appartement près de l'université publique, elle tenait son téléphone avec des mains légèrement tremblantes, un effet secondaire des médicaments qu'elle prenait encore pour contrôler son anxiété. À 32 ans, Christine conservait la beauté naturelle qu'elle avait conquise auprès d'Édouard des années auparavant, mais ses yeux verts portaient maintenant une profonde tristesse que même le maquillage ne parvenait pas à dissimuler complètement. Elle travaillait comme traductrice freelance de textes médicaux, un emploi qui lui permettait de rester chez elle et d'éviter les foules, des lieux qui la rendaient encore extrêmement nerveuse. Lorsqu'elle trouva enfin une photo où elle pouvait identifier les jumeaux, son cœur se brisa et se remplit de joie en même temps. Lucas et Hugo souriaient, un sourire sincère qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 2 ans. Ils tenaient des assiettes avec des friandises et semblaient détendus, à l'aise, heureux. « Qui a réussi ça ?» murmura-t-elle pour elle-même, agrandissant encore plus l'image. « Qui a réussi à les faire sourire ainsi ?» Dans les commentaires de la publication de l'école, elle trouva la réponse « Félicitations aux élèves Lucas et Hugo Lefebvre pour les délicieuses friandises. Leur nourrice est une artiste en cuisine. » Dies fête de l'école #Nouvelle Vie École, Christine ressentit une douleur entre jalousie et gratitude. Une autre femme parvenait à donner à ses enfants quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à leur offrir ces derniers mois avant de partir, joie spontanée, décontraction, normalité. Elle prit le téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, même en s'étant promis de ne pas appeler sitôt. « Docteur Patricia ? C'est Christine. Je sais que nous n'avons pas de rendez-vous prévu, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un. » Docteur Patricia avait été la psychiatre qui avait suivi Christine pendant les pires moments de sa dépression postpartum tardive, et l'une des rares personnes qui connaissait la véritable version des faits qui avaient conduit à son départ de la villa des Lefebvre. « Christine, quel plaisir d'entendre ta voix. Comment vas-tu » confuse admit Christine, tout en regardant les photos sur son téléphone. « J'ai vu des photos des garçons aujourd'hui. Ils étaient heureux. Vraiment heureux. Et cela me soulage, mais en même temps. En même temps, cela te fait remettre en question ta décision de garder tes distances. Exactement. Docteur Patricia, ai-je fait ce qu'il fallait? Laisser les enfants avec Édouard et disparaître était-il vraiment le mieux pour eux? Il y eut une pause de l'autre côté du fil. Docteur Patricia savait que c'était une question que Christine portait comme un poids immense depuis 2 ans. Christine, te souviens-tu de l'état dans lequel tu es arrivée à mon cabinet pour la première fois? Tu avais à peine la force de sortir du lit, tu faisais des crises de panique quand les garçons pleuraient, tu prenais trop de médicaments parce que quelqu'un t'avait convaincu que tu en avais besoin pour être une bonne mère. Je me souviens, murmura Christine. Mais je me souviens aussi que j'aimais mes enfants. Même dans les pires moments, je les aimais désespérément. Et c'est exactement cet amour qui t'a donné la force de prendre la décision la plus difficile de ta vie. Tu es parti pour te soigner, pour guérir, afin de pouvoir redevenir la mère qu'il méritait. Christine se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de l'appartement, regardant le mouvement de la rue. Des étudiants passaient rapidement, portant des livres et des sacs à dos, vivant leur vie sans le poids de décisions qui pourraient détruire ou sauver une famille entière. Mais ils ont été heureux sans moi, docteur. Regarde ces photos, ils sont radieux. Peut-être que j'ai été le problème tout ce temps. Ou peut-être que tu as été victime d'une situation beaucoup plus complexe que tu ne pouvais comprendre à l'époque, répondit fermement docteur Patricia. Christine, tu m'as raconté des choses pendant nos séances qui suggèrent que ta dépression a été aggravée artificiellement. La surmédication, l'isolement forcé, la pression constante pour accepter que tu étais une mère inadaptée. Penses-tu que Madame Hélène a vraiment fait tout cela intentionnellement? Je pense que certaines personnes sont capables de tout. Pour garder le contrôle de leur famille, même si cela signifie sacrifier le bien-être des belles-filles et des petits-enfants. Christine ferma les yeux, se remémorant les derniers mois dans la villa. Les rendez-vous médicaux que Madame Hélène prenait sans la consulter, les médicaments qui arrivaient en doses de plus en plus importantes, les commentaires subtils sur la façon dont elle échouait en tant que mère lorsque Lucas et Hugo pleuraient ou faisaient des caprices. « J'étais une bonne mère avant, dit-elle, plus pour elle-même que pour le psychiatre.
Au cours des 2 premières années, j'étais une bonne mère. Tu étais une mère excellente. Les garçons étaient collés à toi, tu te souviens? C'est seulement après que les interventions de la famille d'Édouard ont commencé que tu as commencé à douter de toi-même. Et si je revenais? Et si je me battais pour leur garde? C'est une décision que toi seul peux prendre. Mais si tu décides de te battre, tu dois être prête à affronter une famille très puissante, avec beaucoup de ressources. Et tu dois être sûre d'être émotionnellement forte pour protéger les garçons de toute représailles. Après avoir raccroché, Christine resta assise sur le petit canapé de son appartement, regardant les quelques photos qu'elle avait emportées de la villa en partant. Lucas et Hugo bébé, Édouard souriant sincèrement, des moments de bonheur qui semblaient appartenir à une autre vie. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un courriel qu'elle avait mentalement ébauché des centaines de fois. « Édouard, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter après tout ce temps, mais j'ai vu les photos de la fête de l'école et, les garçons ont l'air bien heureux. Je voulais te remercier, toi et la nouvelle nourrice, de prendre soin d'eux avec tant d'affection. Je ne me suis pas éloigné parce que je ne les aimais pas. Je suis parti parce que je les aimais trop pour leur permettre de continuer à voir leur mère se détériorer jour après jour. J'avais besoin de guérir pour pouvoir être la mère qu'ils méritaient. Je vais mieux maintenant. Beaucoup mieux. Et chaque jour, je pense à revenir, à me battre pour le droit de faire à nouveau partie de leur vie. Mais j'ai peur que mon retour les confonde ou les blesse d'une manière ou d'une autre. Pourrais-tu me dire sincèrement, ils demandent après moi? Je leur manque? Ou se sont-ils déjà habitués à la vie sans leur mère? Si tu penses que ma présence pourrait être bénéfique pour eux, j'aimerais discuter de la possibilité de visite graduelle. Si tu penses qu'il vaut mieux que je reste éloigné, je respecterai ta décision. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Lucas et Hugo. Avec amour et nostalgie, Christine. Elle relut le courriel 5 fois avant d'avoir le courage d'appuyer sur « Envoyer ». Ensuite, elle resta assise devant l'ordinateur, imaginant Édouard lisant ces mots dans son bureau ou à la bibliothèque de la villa, décidant du destin d'une famille qui s'était déchirée 2 ans auparavant. Ce même après-midi, alors que Camille jouait avec les jumeaux dans le jardin de la villa, Édouard recevait le courriel sur son téléphone. Ses mains tremblaient en voyant le nom de Christine dans sa boîte de réception, c'était la première fois qu'elle le contactait depuis son départ. Il lut le message 3 fois, chaque mot éveillant un mélange d'émotions qu'il avait essayé d'enterrer, amour résiduel, chagrin, confusion, et une nostalgie qu'il n'admettait même pas à lui-même. Du haut de la fenêtre de la bibliothèque, Madame Hélène observait Édouard dans le jardin, remarquant comment il tenait le téléphone avec une expression tendue. Ses instincts aiguisés de matriarche percevaient immédiatement que quelque chose avait changé, qu'une nouvelle menace approchait de son contrôle soigneusement construit sur la famille. Et dans le jardin, alors qu'elle poussait Lucas sur la balançoire et observait Hugo construire des châteaux dans le bac à sable, Camille n'avait aucune idée qu'une tempête émotionnelle se formait autour d'elle, une tempête qui mettrait à l'épreuve non seulement sa capacité à s'occuper des enfants, mais aussi sa force pour naviguer dans les eaux traîtresses d'une famille pleine de secrets et de douleurs non guéries. Dr Gabriel Moreau ajusta ses lunettes de lecture tout en examinant les dossiers des jumeaux Lefebvre dans son cabinet au centre de Nice. Neurologue pédiatrique depuis 20 ans, il avait développé un regard clinique aiguisé pour identifier non seulement des questions médicales, mais aussi des signes de traumatisme émotionnel chez les enfants. Son cabinet était délibérément accueillant, murs peints dans des tons doux, jouets éducatifs disposés stratégiquement, et un aquarium avec des poissons colorés qui attiraient toujours l'attention des petits patients. Alors, Lucas et Hugo, dit-il, s'adressant aux jumeaux assis côte à côte sur la chaise spéciale pour enfants, vous êtes venus ici pour faire quelques examens tranquilles. Rien qui fasse mal, je vous le promets. Camille était assise sur une chaise proche, observant comment les garçons réagissaient à l'environnement médical. Depuis qu'ils étaient entrés dans le cabinet, Hugo s'était agrippé au bras de son frère et Lucas fixait la porte, comme s'il calculait une route d'évasion. Édouard avait pris rendez-vous après que Camille ait suggéré discrètement que certains comportements des jumeaux, la sensibilité extrême au bruit, la difficulté avec les textures et la peur de tout ce qui était lié aux hôpitaux, pourraient avoir des explications médicales au-delà du traumatisme émotionnel. Docteur Gabriel, intervint doucement Camille, puis-je mentionner quelques observations que j'ai faites? Bien sûr. En fait, c'est très utile d'avoir le récit de quelqu'un qui vit avec eux au quotidien. Hugo a une sensibilité très grande aux textures. Il ne peut pas porter certains vêtements, évite les aliments avec des consistances spécifiques, et est très dérangé par les touches inattendues. Lucas est plus sensible aux sons, sirènes, aspirateurs, même le mixeur le rend très agité. Docteur Gabriel hocha la tête,
prenant des notes. Et avez-vous remarqué si cela a toujours été ainsi ou si cela s'est développé après un événement spécifique? Les jumeaux se regardèrent, et Lucas murmura quelque chose à l'oreille de son frère avant de répondre, après que maman soit allée à l'hôpital. Avant cela, on aimait quand elle nous peignait les cheveux et chantait. Et à l'hôpital, vous vous êtes senti mal à l'aise avec quelque chose de spécifique? Demanda Dr Gabriel, s'approchant lentement de la chaise où ils étaient assis. Les bruits, répondit Hugo à voix basse. Toujours. Il y avait du bruit de machine, et les gens parlaient très fort. Et ça sentait très fort. Les infirmières portaient des gants qui faisaient du bruit quand elles bougeaient, Lucas a ajouté. Et il y en avait une qui voulait toujours nous toucher, mais ses mains étaient très froides. Dr Gabriel échangea un regard significatif avec Camille. Les expériences traumatiques dans un environnement hospitalier pouvaient certainement aggraver des sensibilités sensorielles préexistantes. Très bien, les garçons. Maintenant, nous allons faire quelques tests très amusants. C'est comme un jeu, d'accord? Les 40 minutes suivantes furent une série d'activités soigneusement planifiées. Dr Gabriel testa les réactions des jumeaux à différentes textures, tissus lisses, rugueux, rêches, à des sons de diverses fréquences et intensités, et même à différentes odeurs. Il observa également comment ils traitaient les instructions, s'ils parvenaient à filtrer les bruits de fond, et comment ils réagissaient aux stimuli visuels. Hugo, peux-tu me dire comment tu te sens quand je touche ton bras avec ce tissu? Demanda-t-il en tenant un morceau de velours. Je n'aime pas. Ça me chatouille mal, répondit Hugo en repliant son bras. Et celui-ci? Dr Gabriel montra un tissu en coton lisse. Celui-ci est bien. Comme la couverture que Camille a apportée pour nous. Camille fut surprise. Elle avait donné au garçon des couvertures en coton que sa mère utilisait lorsqu'elle était à l'hôpital, des tissus doux qui portaient une odeur familière de chez elle. Avec Lucas, les tests auditifs révélèrent quelque chose d'encore plus spécifique. Lucas, je vais jouer quelques sons. Dis-moi lequel te dérange le plus. Quand Dr Gabriel reproduisit le son d'une sirène d'ambulance, Lucas sauta littéralement de sa chaise et courut derrière Camille, se couvrant les oreilles avec les mains. Ce son est très mauvais, dit-il en tremblant. C'est le son quand ils ont emmené maman. Après une heure d'examen, Dr Gabriel parla en privé avec Monsieur Édouard et Camille, tandis que les jumeaux jouaient avec des puzzles sur une petite table du cabinet. Monsieur Édouard, je dois être direct avec vous. Hugo présente des signes clairs de troubles du traitement sensoriel, spécifiquement une hypersensibilité tactile. C'est une condition neurologique qui affecte la façon dont le système nerveux reçoit et répond aux informations sensorielles. Édouard fronça les sourcils. C'est grave? Ce n'est pas grave dans le sens où c'est dangereux, mais cela explique beaucoup de son comportement. Il ressent littéralement le monde de manière plus intense que les autres enfants. Des textures qui pour nous sont neutres, pour lui peuvent être inconfortables ou même douloureuses. Et Lucas? Demanda Camille. Lucas a une hypersensibilité auditive associée à un traumatisme spécifique. La combinaison de la condition neurologique avec les souvenirs traumatiques d'hôpital a créé une aversion très forte à certains sons. Y a-t-il un traitement? Voulut savoir Édouard. Oui, et la bonne nouvelle est que vous faites déjà beaucoup de choses bien sans le savoir, Dr Gabriel sourit à Camille. La thérapie occupationnelle aidera beaucoup, mais le travail d'adaptation environnementale que vous avez déjà commencé, tissu doux, environnement calme, respect des limites sensorielles des enfants, c'est fondamental. Dr Gabriel, dit Camille hésitante, cela signifie-t-il qu'ils ont toujours été comme ça? Même avant le traumatisme avec leur mère? Probablement oui. Le trouble du traitement sensoriel est neurologique, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec cette tendance. Mais le traumatisme hospitalier a transformé une caractéristique neurologique en une source d'anxiété extrême. Édouard s'assit lourdement sur une chaise. Pourquoi personne n'a identifié cela avant? Malheureusement, il est courant que ces conditions soient mal diagnostiquées comme des caprices, gâteries, ou des problèmes comportementaux. Surtout lorsqu'il y a un traumatisme émotionnel impliqué, les professionnels se concentrent parfois uniquement sur l'aspect psychologique. Alors quand il criait ou se cachait des autres nourrices, Édouard commença. Il n'était pas difficile. Ils étaient réellement submergés sensoriellement. Une nourrice qui ne comprenait pas cela pourrait involontairement torturer ses enfants simplement en essayant de s'occuper d'eux normalement. Camille ressentit une douleur au cœur en se souvenant des récits sur les nourrices précédentes qui forçaient le contact physique ou ignoraient les peurs spécifiques des garçons. Docteur Gabriel, puis-je poser une question sur leur mère? Édouard m'a dit qu'elle avait eu une dépression postpartum.
Est-ce qu'elle avait aussi des difficultés à comprendre les besoins sensoriels des jumeaux? Le médecin choisit ses mots avec soin. C'est possible. Les mères d'enfants avec des besoins sensoriels spéciaux se sentent parfois inadéquates lorsqu'elles ne parviennent pas à consoler leurs enfants de manière traditionnelle. Cela peut engendrer des sentiments de rejet, d'incompétence. Surtout si personne ne lui a expliqué que le problème n'était pas avec sa maternité, mais plutôt une question neurologique des enfants, compléta Camille. Édouard resta silencieux pendant quelques instants, traitant les informations. Docteur, cela signifie-t-il qu'une partie des problèmes de Christine, une partie de sa dépression pourrait avoir été causée par le fait de ne pas comprendre ce qui se passait avec les garçons? C'est une possibilité qui mérite d'être considérée, Édouard. Les mères qui se sentent constamment rejetées par leurs propres enfants, sans comprendre pourquoi, peuvent développer des tableaux dépressifs sévères. Quand ils retournèrent vers les jumeaux qui jouaient, Dr Gabriel s'agenouilla à leur hauteur. Lucas, Hugo, vous savez que vous êtes très spéciaux? Vous avez un super pouvoir. Quel genre de super pouvoir? Demanda Lucas, intéressé. Vous ressentez le monde d'une manière très spéciale. Hugo, tu peux détecter des textures que d'autres personnes ne remarquent même pas. Lucas, tu entends des sons que d'autres personnes n'écoutent pas. Cela vous rend unique. Mais parfois ça fait mal, dit Hugo sincèrement. Je sais, et nous allons vous enseigner des astuces pour que ça ne fasse plus mal. Et nous allons apprendre à papa et à Camille comment vous aider quand vous vous sentez submergé. Sur le chemin du retour, Édouard conduisait en silence tandis que Camille observait les jumeaux à l'arrière, comprenant enfin pourquoi il s'était connecté avec elle si rapidement. Inconsciemment, elle avait toujours respecté leurs besoins sensoriels, mouvements doux, voix basse, permission de garder une distance physique. Camille, dit finalement Édouard, merci d'avoir insisté pour ce rendez-vous. 2 ans ils ont souffert sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait. Maintenant nous comprenons, répondit-elle doucement. Et nous allons tout faire correctement à partir de maintenant. Mais en parlant, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à Christine. Une jeune mère, essayant de s'occuper de jumeaux avec des besoins spéciaux que personne n'avait identifiés, étant médicamentée. Christine sabia que ce filotinam necessitat sensoria specifica? Alguém havia explicado para ela que os choro a aparente rejeição não eram pessoas, mas neurologico. Mais importante, não era hora de alguém contar a verdade para Christine sobre o que real estava acontecendo comme ce filo. La bibliothèque de la Villa des Lefebvre se transformait en refuge nocturne pour Édouard. Chaque nuit, après que Lucas et Hugo s'endormaient, il se enfermait entre les étagères de bois de rose et les volumes reliés en cuir, avec un verre de whisky écossais de 15 ans et les rapports financiers de l'entreprise éparpillés sur la table de Jacaranda qui avait appartenu à son arrière-grand-père. C'était là, entouré par le poids de la tradition familiale, qu'il tentait de traiter les changements que Camille avait apportés à sa vie. Ce soir-là doux, Édouard relisait pour la 3e fois le courriel que Christine avait envoyé une semaine auparavant. Chaque mot était comme un coup de poignard dans des blessures mal cicatrisées, des blessures qu'il avait tenté de guérir par un travail excessif et un éloignement émotionnel de ses enfants. « Je ne suis pas parti parce que je ne les aimais pas, murmura-t-il, répétant une phrase qui le hantait. Je suis parti parce que je les aimais trop. Le bruit de la porte de la bibliothèque s'ouvrant le tira de ses pensées. Camille était debout sur le seuil, portant un simple peignoir en coton par-dessus son pyjama, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Désolé de déranger, Édouard. J'ai entendu Lucas pleurer et je suis venu vérifier. Il a eu un autre cauchemar, mais j'ai réussi à le calmer. Je voulais juste te prévenir. Édouard remarqua qu'elle avait cessé de l'appeler « Monsieur Édouard » dans les conversations plus intimes, et étrangement, cela lui plaisait. « Entre, s'il te plaît. Veux-tu, acceptes-tu un verre ?» Camille hésita. « Je ne devrais pas. » Camille, tu es dans cette maison depuis 4 mois. Tu fais déjà partie de la famille. Assieds-toi. Elle entra et s'installa dans le fauteuil en cuir près de la cheminée éteinte. Édouard servit un petit verre de whisky pour elle et remplit le sien. Comment allait-il? Lucas? Confus. Il a rêvé que sa mère revenait, mais qu'elle ne pouvait pas le voir parce qu'il était différent. Je pense qu'il est en train de traiter les informations de la consultation avec le docteur Gabriel. Édouard soupira profondément. Camille, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Que ferais-tu à ma place? Si tu étais le père de 2 enfants traumatisés et que leur mère réapparaissait après 2 ans, voulant redevenir partie de leur vie? Camille prit une petite gorgée de whisky,
sentant le liquide brûler doucement sa gorge. Puis-je poser une question avant de répondre? À ta guise. Pourquoi Christine est-elle vraiment partie? Je sais que tu m'as dit qu'elle avait une dépression, mais, il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas? Édouard se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin éclairé par la lumière de la lune. À 42 ans, il portait le poids des décisions qu'il avait prises pour protéger la famille, mais qui avaient peut-être coûté plus cher qu'il ne l'avait imaginé. Christine c'est une femme extraordinaire, commença-t-il, les yeux fixés sur le jardin. Diplômée en lettres, elle parlait 3 langues, avait une sensibilité artistique qui m'enchantait. Quand nous nous sommes rencontrés, je suis tombé amoureux non seulement de sa beauté, mais de la façon dont elle voyait le monde. Et qu'est-ce qui a changé? Les jumeaux sont nés, et pendant les premiers mois, tout semblait parfait. Christine était une mère dévouée, les garçons étaient des bébés tranquilles. Mais quand ils ont eu 1 an, ils ont commencé à présenter des comportements que nous ne comprenions pas. Édouard retourna à sa chaise, faisant tourner son verre de whisky entre ses mains. Lucas pleurait chaque fois que Christine essayait de le peigner. Hugo rejetait certains vêtements, certains aliments. Il semblait mal à l'aise avec son toucher, avec les berceuses, avec les routines normales de maternage. Ça a dû être dévastateur pour elle, murmura Camille. Ça l'a été. Elle a commencé à croire qu'elle était une mère terrible, que les enfants la rejetaient à cause d'un défaut chez elle. J'essayais de la consoler, mais, j'admets que je ne comprenais pas non plus ce qui se passait. Et ta mère? Édouard marqua une longue pause avant de répondre. Ma mère a toujours été une femme d'opinion forte. Elle observait Christine lutter avec les garçons et, eh bien, elle avait ses théories. Quel genre de théorie? Que Christine était trop jeune, trop inexpérimentée. Qu'elle avait besoin d'aide médicale pour gérer la maternité. Ma mère connaissait un psychiatre particulier, le docteur Henri Silvera, qui avait une clinique ici à Nice. Camille ressentit un frisson d'appréhension. Et vous avez emmené Christine chez ce médecin? Nous l'avons fait. Et il a diagnostiqué une dépression postpartum sévère avec des tendances de rejet maternel. Il a prescrit des médicaments lourds. Quel genre de médicaments? Antidépresseurs, anxiolytiques, même des sédatifs pour quand elle devenait trop agitée en essayant de calmer les garçons et n'y parvenait pas. Édouard se leva à nouveau, cette fois marchant jusqu'à l'étagère où il gardait des albums photos de la famille. Il en sortit un et l'ouvrit à une page spécifique, Christine tenant les jumeaux nouveau-nés, souriant radieusement. C'est la Christine que j'ai épousée, dit-il, montrant la photo à Camille. Et ça, il tourna quelques pages, c'est Christine 6 mois après le traitement. La différence était choquante. Sur la deuxième photo, Christine semblait une version effacée d'elle-même, yeux vitreux, sourire forcé, tenant les garçons comme s'ils étaient des objets fragiles qu'elle craignait de briser. Édouard, dit Camille prudemment, après avoir rencontré Lucas et Hugo, après avoir compris leurs besoins sensoriels, tu ne penses pas que le problème n'a peut-être jamais été avec la maternité de Christine? Je pense à ça tous les jours depuis la consultation avec le docteur Gabriel, admit-il, sa voix se brisant légèrement. Et si Christine avait raison depuis le début? Et si elle savait instinctivement qu'il y avait quelque chose de différent chez les garçons, mais que personne ne l'a pris au sérieux? Et au lieu de cela, vous l'avez médicamentée pour qu'elle cesse de se plaindre, point. Édouard ferma l'album avec force. Camille, j'ai besoin. Que vous compreniez, j'ai fait ce que je pensais être le mieux à l'époque. Ma mère avait de l'expérience dans l'éducation des enfants, le médecin était respecté, et Christine souffrait vraiment. Mais les médicaments l'ont-ils aidé ou l'ont-ils empiré? Au début, cela semblait l'aider. Elle était plus calme, moins anxieuse. Mais elle est aussi devenue distante. Comme si elle regardait sa propre vie de loin. Camille prit une autre gorgée de whisky, organisant ses pensées. Marc, puis-je voir la lettre qu'elle a laissée en partant? Il hésita, puis se dirigea vers un tiroir verrouillé du bureau. Il en sortit une enveloppe jaunie et la remit à Camille. La lettre était écrite dans une calligraphie tremblante. Marc, je ne peux plus vivre en faisant semblant d'être la mère que nos enfants méritent. Chaque fois que j'essaie de les toucher, ils s'éloignent. Chaque fois que j'essaie de les consoler, ils pleurent encore plus. Les médicaments me font sentir comme si je flottais, mais ils ne guérissent pas le fait que je ne suis pas faite pour être mère. Tu es un père merveilleux, et ils ont besoin de toi. Ta mère sait mieux que moi comment s'occuper d'eux. Je pars parce que je les aime trop pour continuer à être la source de leur malheur. S'il te plaît, ne me cherche pas.
Quand je serai mieux, quand je pourrai devenir la mère qu'il mérite, peut-être que je reviendrai. Mais cela pourrait prendre beaucoup de temps. Prends soin d'eux pour moi. Avec un amour éternel, Christine. Camille termina de lire avec des larmes aux yeux. Marc, ce n'est pas la lettre d'une mère qui abandonne ses enfants. C'est la lettre d'une mère qui croyait qu'elle sauvait ses enfants d'elle-même. Je sais, murmura-t-il. J'ai toujours su. Et maintenant elle veut revenir. Après 2 ans de traitement, de guérison, essayant de devenir la mère qu'elle pensait qu'ils avaient besoin. Marc retourna à sa chaise, semblant soudainement plus vieux que ses 42 ans. Camille, j'ai peur. Peur que Lucas et Hugo ne l'acceptent plus. Peur qu'elle les confonde. Peur que ma mère fasse quelque chose pour empêcher son retour. Et peur de quoi d'autre? Il la regarda dans les yeux, et Camille y vit une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Peur que je sois encore amoureux d'elle. Peur que ces 2 années aient été la plus grande erreur de ma vie. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, seul le son de l'horloge ancienne marquant les secondes. Enfin, Camille se leva. Marc, puis-je faire une suggestion? S'il te plaît. Réponds à son courriel. Parle du diagnostic des garçons. Dis-lui comment ils s'améliorent maintenant que nous comprenons leurs besoins. Et invite-la à discuter. Et si ma mère? Ta mère n'a pas besoin de le savoir encore. C'est entre toi, Christine et les enfants. Marc acquiesça lentement. Camille, merci. Pour tout. Pour prendre soin de mes enfants, pour m'aider à les comprendre, pour m'aider à me comprendre moi-même. Quand Camille sortit de la bibliothèque, Marc resta seul avec ses pensées, le courriel de Christine toujours ouvert sur l'ordinateur. Pour la première fois en 2 ans, il se permit d'imaginer une possibilité qu'il avait enterrée, celle que sa famille puisse être reconstruite, et que l'amour véritable puisse surmonter même les erreurs les plus douloureuses du passé. Mais à l'étage, derrière le rideau de la fenêtre de sa chambre, Madame Léonie avait observé toute la conversation dans la bibliothèque à travers le reflet dans la vitre de la fenêtre du jardin. Et pour la première fois depuis longtemps, la matriarche des Lefebvre sentit qu'elle perdait le contrôle de la situation qu'elle avait orchestrée si soigneusement 2 ans auparavant. Marc Lefebvre conduisait sa Civic argentée dans les rues étroites du quartier de Capera, suivant l'adresse que Madame Léonie Lefebvre avait fournie 3 semaines auparavant. À 50 ans, ancien policier civil à la retraite, Marc avait construit une carrière solide en tant qu'enquêteur privé, spécialisé dans les affaires impliquant des familles à haut pouvoir d'achat. Il savait que la discrétion et l'efficacité étaient essentielles lorsqu'on travaillait pour l'élite niçoise. Il se gara devant une maison simple en maçonnerie, peinte en bleu délavé, avec un petit potager dans le jardin avant où poussaient des tomates et des herbes. C'était un contraste frappant avec la villa des Lefebvre sur la promenade des Anglais. Il vérifia à nouveau les notes dans son carnet en cuir, Léonie Lefebvre, 56 ans, mère de la nourrice Camille Lefebvre. Hospitalisée à l'hôpital régional pour pneumonie en mars, traitement prolongé. Marc sortit de la voiture et observa la circulation de la rue, des enfants jouant sur le trottoir, des femmes étendant du linge sur la corde à linge, des hommes rentrant du travail à vélo. C'était un quartier de classe ouvrière, honnête, où tout le monde connaissait tout le monde. Il frappa à la porte de la maison des Lefebvre et fut accueilli par une femme maigre d'environ 60 ans, les cheveux gris attachés en un simple chignon, portant un tablier fleuri sur une tenue de maison. « Madame Léonie ? C'est moi. En quoi puis-je vous aider ? Je m'appelle Marc Lefebvre, je suis journaliste freelance, mentit-il avec la facilité de quelqu'un qui avait perfectionné la technique au fil des ans. J'écris un article sur les familles qui ont surmonté des difficultés financières grâce à l'éducation. J'ai entendu dire que votre fille Camille avait obtenu son diplôme en éducation et avait trouvé un très bon emploi. Madame Léonie sourit avec une fierté sincère. Ah, ma Camille. Entrez, entrez. Voulez-vous un café ? Le salon de la maison était petit mais impeccablement propre, décoré de meubles simples et de photographies de famille accrochées au mur. Marc remarqua immédiatement un diplôme encadré accroché à un endroit de choix, Camille Lefebvre, licence en éducation, université publique, diplômée avec mention. Madame Léonie, vous devez être très fière de Camille. Très fière en effet, répondit-elle en servant du café dans des tasses en porcelaine décorée. Ma fille a toujours été studieuse, vous savez ? Depuis qu'elle est petite. Son père, pauvre homme, est mort quand elle avait 19 ans, et elle aurait pu abandonner ses études. Mais non. Elle a dit, « Maman, je vais obtenir mon diplôme pour nous offrir une vie meilleure à toutes les deux. » Et comment a-t-elle réussi à payer l'université ?
Bourse intégrale, mon fils. Bourse d'études. Des petits boulots de nourrice le week-end pour aider à la maison. Fille guerrière, ma Camille. Marc prit des notes, feignant un intérêt journalistique. Et maintenant elle travaille pour une famille de promenade des Anglais, n'est-ce pas? Oui, elle travaille. Une très bonne famille, très riche. Elle s'occupe de 2 jumeaux adorables. Elle m'envoie des photos sur WhatsApp chaque semaine. Madame Léonie prit son téléphone et montra les photos que Camille envoyait, Lucas et Hugo jouant dans le jardin, faisant des activités, souriant. Il était évident qu'il y avait une affection sincère entre la nourrice et les enfants. Madame Léonie, puis-je vous demander à propos de l'époque où vous étiez hospitalisée? Cela a dû être très difficile pour vous deux. Le visage de la femme s'assombrit légèrement. C'était une période très difficile. Pneumonie qui s'est compliquée, j'ai été hospitalisé pendant 3 mois. Les médecins ont même pensé que je ne résisterais pas. Et comment avez-vous réussi à payer le traitement? Ah, c'était une bénédiction. Monsieur Édouard, le patron de Camille, a tout payé. En privé, dans le meilleur hôpital de la ville. J'ai dit à Camille, ma fille, comment allons-nous payer cela? Et elle a répondu, maman, ne t'inquiète pas, Monsieur Édouard est une personne très bonne, point. Marc haussait les sourcils. C'était un détail qui ne figurait pas dans ses informations initiales. Son employeur a payé votre traitement médical? Oui, sans me connaître, sans me voir. Juste parce que Camille a demandé de l'aide. Des gens comme ça, c'est difficile à trouver de nos jours. Et Camille a toujours voulu travailler comme nourrice? Elle a toujours aimé les enfants, depuis qu'elle est petite. Elle s'occupait des enfants des voisines, aidait à la crèche de l'église. Mais tu sais, Madame Léonie baissa la voix, comme si elle allait partager un secret, je pense qu'il y a quelque chose de spécial en elle pour s'occuper d'enfants traumatisés. Comment ça? Son frère, Bruno, quand leur père est mort, il a été très affecté. C'était juste un garçon de 12 ans, n'est-ce pas? Il a commencé à avoir des cauchemars, ne voulait pas sortir de la maison, avait peur de tout. C'est Camille qui s'est occupée de lui, qui a eu de la patience, qui l'a aidé à surmonter le traumatisme. Et où est Bruno maintenant? Ah, quelle fierté! Il est à l'université publique, étudiant l'ingénierie. Boursier aussi, comme sa sœur. Marc continua à discuter avec Madame Léonie pendant 1 heure de plus, recueillant des informations sur la famille Lefebvre. Il découvrit qu'ils étaient des gens simples, travailleurs, sans aucun antécédent de problème avec la justice ou de comportement suspect. Le père avait été ouvrier du bâtiment, mort dans un accident de travail qui n'était pas de la faute de l'entreprise, une chute d'échafaudage causée par une erreur de sa part. La mère avait toujours travaillé comme femme de ménage, élevant ses enfants avec honnêteté et dévouement. Madame Léonie, une dernière question, connaissez-vous quelque chose sur la famille pour laquelle travaille Camille? Avez-vous déjà entendu parler des Lefebvre? Je sais qu'ils sont des gens importants, n'est-ce pas? Propriétaires d'une grande entreprise. Mais Camille ne parle pas beaucoup d'eux, juste des enfants. Elle dit que les petits garçons ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents, qu'elle les aide à aller mieux. Marc se sépara de Madame Léonie et se dirigea vers un café au centre-ville, où il retrouva Ricardo Moreau, un journaliste d'investigation qu'il connaissait depuis des années. Ricardo, j'ai besoin d'une information sur une famille ici à Nice. Les Lefebvre, propriétaires de l'entreprise de bois Lefebvre. Monsieur Édouard Lefebvre? Je le connais de nom. Entreprise traditionnelle, famille de menuisiers depuis 3 générations. Pourquoi cet intérêt? Travail d'investigation particulier. Rien d'illégal, juste une vérification des antécédents des employés. Ricardo consulta son ordinateur portable et ouvrit quelques fichiers. Édouard est clean, autant que je sache. Entrepreneur respecté, jamais impliqué dans des scandales. Mais sa mère, Hélène Lefebvre. Qu'est-ce qu'elle a? Une femme très puissante dans les coulisses de la politique locale. Elle fait des dons significatifs pour des campagnes politiques, a de l'influence dans le judiciaire. Le genre de personne qui résout des problèmes avant qu'ils ne deviennent publics. Quel genre de problème? Il y a environ 3 ans, il y a eu une rumeur sur un scandale impliquant sa belle-fille, Christine. Quelque chose sur une hospitalisation psychiatrique forcée, mais jamais confirmée. Le sujet a disparu des médias très rapidement. Marc nota cette information avec un intérêt particulier. Et sais-tu où se trouve cette Christine maintenant? Elle a disparu. A tout simplement disparu de la vie sociale.
Certains disent qu'elle a quitté la ville, d'autres qu'elle a eu un effondrement nerveux. Mais personne n'en parle ouvertement. Cette nuit-là, Marc compila son rapport pour Madame Hélène, mais décida d'omettre certaines informations stratégiques. Le rapport officiel mentionnait seulement que Camille Lefebvre venait d'une famille modeste mais honnête, sans antécédents criminels, avec une formation supérieure solide et des recommandations impeccables. Ce qu'il n'inclut pas était la découverte la plus intrigante de la journée. En vérifiant les dossiers de l'hôpital régional, il découvrit que le traitement de Madame Léonie avait coûté plus de 50 000 €, une somme que M. Édouard Lefebvre avait payée intégralement, sans questionnement, pour le traitement de la mère d'une nourrice qui travaillait pour lui depuis seulement 2 semaines à l'époque. Ce n'était pas un comportement normal d'un employeur, aussi généreux soit-il. C'était le comportement de quelqu'un qui était désespérément reconnaissant pour l'aide que Camille offrait à ses enfants. Marc découvrit également un autre fait intéressant. Camille avait envoyé son CV à des dizaines de familles avant d'obtenir le poste avec les Lefebvre. Mais une des familles qu'il avait rejetées avait commenté qu'elle semblait trop jeune et inexpérimentée pour s'occuper d'enfants problématiques. Le fait qu'Édouard ait engagé justement une nourrice inexpérimentée, alors qu'il avait les moyens d'engager le meilleur professionnel disponible, suggérait qu'il y avait quelque chose de plus dans la décision, peut-être du désespoir, peut-être de l'intuition, ou peut-être que Camille avait une qualité spéciale que les autres candidates n'avaient pas. Alors qu'il conduisait de retour chez lui, Marc réfléchit à l'affaire. Il y avait une complexité émotionnelle dans cette famille qui allait bien au-delà d'une simple vérification des antécédents. Il y avait des secrets enfouis, des personnes blessées, et une jeune nourrice qui, sans le savoir, était devenue la pièce maîtresse d'un jeu beaucoup plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Il décida de maintenir une surveillance discrète sur la situation. Son instinct d'enquêteur. Il disait que cette histoire était loin d'être terminée, et que Camille Lefebvre pourrait avoir besoin de protection avant que tout ne se résolve. Le nouvel an 2026 arriva avec une pluie torrentielle qui transforma les jardins de la Villa Lefebvre en un spectacle de feuilles dansantes et de flaques cristallines. Camille observait la tempête par la fenêtre de la chambre des jumeaux pendant que Lucas et Hugo dormaient profondément, pour la première fois depuis des mois, chacun dans son propre lit, sans cauchemar, sans peur nocturne qui les obligeait à s'enlacer pour trouver la sécurité. Cela avait été une année de transformation que personne n'aurait pu prévoir quand elle avait mis les pieds dans cette maison pour la première fois en mars. Les garçons suivaient maintenant une thérapie occupationnelle 2 fois par semaine avec une thérapeute spécialisée dans le traitement sensoriel, ils avaient des routines adaptées à leurs besoins neurologiques, et, plus important encore, ils avaient appris que leurs différences étaient des super-pouvoirs, pas des défauts. Le bruit de pas dans le couloir l'alerta de la présence de quelqu'un. Monsieur Édouard apparut à la porte, vêtu d'un pull en laine et de jean, une version plus décontractée de l'homme d'affaires formel qu'elle avait connu. Au cours des derniers mois, il s'était permis d'être simplement père, laissant une partie de la gestion de l'entreprise à des administrateurs de confiance. « Comment vont-ils » demanda-t-il à voix basse. « Ils dorment comme des anges. » Hugo a même laissé Anna sur l'étagère au lieu de dormir en l'enlaçant. Édouard sourit. C'était un sourire sincère, plein d'une paix que Camille n'avait pas vue le premier jour de son travail. « Camille, j'ai besoin de te parler de quelques changements à venir. » Ils sortirent de la chambre et descendirent à la cuisine, où Geneviève avait laissé du café frais et du pain sucré fait maison. La villa était silencieuse, Madame Hélène avait voyagé pour rendre visite à une sœur à Toulouse, une absence qui avait créé une atmosphère plus légère dans toute la maison. « Édouard, tu as l'air nerveux » observa Camille, servant du café pour tous les deux. « Christine revient demain. » Les mots flottaient dans l'air comme une confession de quelque chose d'inévitable que tous deux savaient qu'il arriverait. Après des mois de mai prudents, d'appels vidéo supervisés et d'une visite de reconnaissance 3 semaines auparavant, Édouard et Christine avaient décidé qu'il était temps de réunir la famille. « Comment te sens-tu à ce sujet » demanda Camille, bien qu'elle puisse voir la réponse dans ses yeux. Effrayé. Plein d'espoir. Coupable. Édouard remua le café plus de fois que nécessaire. Camille, ces 10 mois avec toi ont été révélateurs. Tu n'as pas seulement pris soin de mes enfants. Tu m'as appris à être père à nouveau, m'as montré que l'amour n'est pas suffisant si nous ne comprenons pas les véritables besoins des personnes que nous aimons. Camille sentit son cœur se serrer. Elle savait que cette conversation arriverait éventuellement. Et quel est mon rôle quand elle reviendra? C'est la conversation que nous devons avoir. Christine veut que tu restes ici. Elle a dit que ce serait égoïste de priver Lucas et Hugo de quelqu'un qui les comprend si bien. Et toi? Que veux-tu? Édouard cessa de remuer le café et la regarda droit dans les yeux. Je veux que tu sois heureuse.
Et je sais que tu ne seras pas complètement heureuse en étant seulement nourrice pour le reste de ta vie. Camille fronça les sourcils. Édouard, j'aime ces garçons comme s'ils étaient les miens. Je sais. Et c'est exactement pourquoi j'ai une proposition pour toi. Il se leva et revint avec un dossier de documents. Te souviens-tu quand tu as mentionné que tu as toujours voulu ouvrir une école spécialisée pour les enfants ayant des besoins spéciaux? Édouard, c'était juste un rêve. Ça ne doit pas rester juste un rêve. Il ouvrit le dossier, révélant des plans architecturaux, des études de faisabilité et des documents légaux. Je t'offre une société dans un projet éducatif. Une école qui combine pédagogie traditionnelle et thérapie spécialisée. Un endroit où des enfants comme Lucas et Hugo peuvent apprendre en respectant leurs différences. Camille regarda les documents avec des yeux écarquillés. Édouard, cela doit coûter une fortune. Et cela générera des bénéfices aussi. Il y a une demande non satisfaite pour ce type d'éducation à Nice. Mais plus que cela, ce serait un héritage. Une façon de transformer notre expérience en quelque chose qui peut aider des centaines de familles. Et Lucas et Hugo? Ils seraient nos premiers élèves. Et tu serais la directrice pédagogique. Christine, qui est diplômée en lettres et parle plusieurs langues, pourrait coordonner le programme de langue. Camille sentit des larmes brûler dans ses yeux. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai pensé à ce qui serait le mieux pour tout le monde. Pour les garçons, pour toi, pour Christine, et pour moi. Et ta mère? Édouard soupira. Ma mère devra accepter. Ou du moins, elle devra choisir entre accepter ou perdre le contact avec ses petits-enfants. À ce moment-là, le son de petits pieds nus dans les escaliers annonça l'arrivée de Lucas et Hugo. Ils apparurent dans la cuisine en pyjama, les cheveux en désordre, Hugo portant la poupée Anna. « Pourquoi êtes-vous réveillé à parler ?» demanda Lucas en grimpant sur une chaise. « Nous parlons du retour de maman », expliqua Édouard en prenant son fils sur ses genoux. « Et de la nouvelle école que nous allons construire », ajouta Camille en faisant de même avec Hugo. « Une école juste pour nous ?» demanda Hugo, intéressé. « Une école pour vous et pour d'autres enfants spéciaux comme vous », précisa Édouard. « Et Camille va être notre professeur » voulut savoir Lucas. « Si elle accepte, oui. » Les jumeaux se regardèrent avec cette communication télépathique qu'ils avaient développée, puis sourirent simultanément. « Nous acceptons » dit Hugo solennellement. « Vous acceptez » rit Camille. « Ce n'est pas à moi d'accepter ? Tu fais déjà partie de la famille, déclara Lucas avec le sérieux de quelqu'un qui établissait un fait indiscutable. Il suffit de signer les papiers. Édouard et Camille se regardèrent par-dessus les têtes des enfants, et à ce moment-là, tous deux sûrs qu'ils étaient sur le point de se lancer dans une aventure qui changerait non seulement leur vie, mais aussi celle de nombreuses familles qui luttaient encore pour comprendre et accepter les différences de leurs enfants. « Alors c'est décidé » dit Camille en tendant la main à Édouard. « Société acceptée. » Lorsqu'ils se serrèrent la main, Lucas et Hugo applaudirent comme s'ils assistaient à la fin d'un film, et pour la première fois depuis que. Lorsque Mariana est arrivée dans cette maison, elle savait qu'elle avait trouvé non seulement un emploi, mais un but qui unirait pour toujours deux familles qui se complétaient parfaitement. 3 mois plus tard, l'école Grandir Ensemble a ouvert ses portes dans une belle propriété rénovée dans le quartier de Corrego-Grande. Lucas et Hugo furent les premiers élèves à franchir le portail peint de couleurs vibrantes, suivis par 20 autres enfants ayant des besoins spéciaux dont les parents avaient enfin trouvé un endroit où leurs enfants seraient compris, acceptés et aimés tels qu'ils étaient. Et le matin de l'inauguration, lorsque Mariana vit Christine arriver main dans la main avec Monsieur Édouard Lefebvre, observant avec fierté les enfants jouer librement dans la cour de l'école, elle sut que parfois les fins heureuses n'arrivent pas comme nous l'espérons, elles arrivent comme quelque chose d'encore mieux, comme de nouveaux commencements remplis de possibilités infinies. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final pour vous qui est très émouvante.